Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. C'est Lamine à l'animation, et également en tant que chroniqueur, mais toujours accompagné de ses acolytes Nicolas et Ludovic. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les gars. Et pour cette nouvelle émission, nous avons autour de la table le président de Civitas, Alain Escada. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Bonjour à vous. Écoutez, je vous ai présenté comme étant le président de Civitas, mais est-ce que vous pourrez un peu, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous présenter vous-même ? Alors, d'abord, je dois préciser qu'à l'heure actuelle, je ne peux en tout cas plus me prévaloir du titre de président de Civitas France, puisque en France, le mouvement a été officiellement victime d'un décret de dissolution mercredi dernier. Donc, je suis là pour l'instant à pouvoir me prévaloir du titre de président de Civitas International, qui est la structure qui englobe les représentations de Civitas dans de nombreux pays, mais on en parlera sans aucun doute ensuite. Pour me présenter, eh bien... que dire vous voulez que je parle de quels aspects je suis à... Premièrement, qui vous êtes Alors, qu'est-ce que c'est que Civitas ? C'est un mouvement politique, Oui, d'accord, très bien. Donc, Civitas est effectivement un mouvement catholique, politique, antimondialiste. C'est peut-être cela qui permettra d'être le plus compréhensible pour l'ensemble de vos auditeurs. Donc, cette caractéristique, voilà, c'est que nous avons évidemment cette fidélité à la foi catholique qui guide notre action, mais c'est une action qui est menée sur l'ensemble des domaines sociétaux dans une perspective d'affrontement avec le nouvel ordre mondial. Ok. Ludovic, oui, vous ne précisez pas catholique traditionnaliste ? Je ne fais pas ce genre de distinction. Je pense que c'est ensuite que le public aura éventuellement besoin d'avoir des précisions. Mais pour moi, le catholicisme de tradition est le vrai catholicisme, c'est-à-dire après le catholicisme d'après Concile Vatican II. Pour moi, c'est disons une forme d'imposture ou d'ersatz ou en tout cas c'est le résultat d'une révolution dans l'Église qui donc a déformé la doctrine de 2000 ans d'histoire de l'Église. Donc catholique traditionnaliste serait un pléonasme. Oui, en effet, absolument. C'est catholique. Pour nous, être catholique de tradition, c'est être catholique tout court. Il n'y a pas besoin d'y ajouter des épithètes. Et à titre plus personnel, puisque pour être catholique, il faut avoir la foi. Oui. Dans votre itinéraire personnel, vous êtes né dedans. À quel moment vous rencontrez la foi ? Comment ça s'est passé pour vous à titre personnel ? Alors non, je ne suis pas né dedans, je ne fais pas partie de ces catholiques, et encore moins de ces catholiques de tradition qui sont nés dans ce milieu et ont été bercés sur une histoire de 3 générations dans tout cela. Non, ma famille était bien sûr catholique au sens civilisationnel et culturel, mais comme beaucoup de nos contemporains, ce sont des gens qui avaient abandonné la pratique religieuse. Donc je n'ai pas été élevé dans une famille qui avait tous les repères catholiques comme on pourrait les imaginer aujourd'hui. J'ai approché la foi catholique sous son angle traditionnel, bon là, parlons-en comme ça, à l'âge de 16 ans, après une rencontre avec un général à la retraite qui m'a fasciné, qui a été pour moi un mentor et qui m'a fait rencontrer toute une série de personnalités, qui m'a aussi éveillé à toute une série de domaines politiques, culturels et religieux. Et donc c'est par l'entremise de ce général que j'ai découvert Monseigneur Lefebvre, qui était le fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, auprès de laquelle je trouve les chapelles et les lieux de messe dans lesquels je me rends pour assister à la messe. Voilà.
Et d'ailleurs, 16 ans, vous avez 16 ans quand vous, on va dire, vous Quand je confirmez votre foi. m'éveille à la politique, ou en tout cas quand je commence à m'engager à la politique. C'est à 16 ans que j'ai commencé à être actif sur le terrain politique Et en très Belgique rapidement, à l'époque. désolé de vous interrompre, mais très rapidement, comment vous en arrivez de ces 16 ans, ce cheminement pour arriver à être le président de Civitas? Mais juste une chose, en fait, la foi et la politique sont compatibles, puisque Civitas est un mouvement politique aussi. Donc les deux sont compatibles selon vous? Non seulement ils sont compatibles, mais pour moi, il me semble que cela ne fait qu'un. C'est-à-dire que lorsque l'on a la foi, lorsque l'on est catholique et que l'on a conscience de la doctrine catholique, des enseignements de la doctrine catholique, il va de soi que on a le devoir de s'intéresser au bien commun et donc de s'intéresser à ce qu'on appelle la cité, la vie en société. Et que donc on ne peut, en tant que catholique, être indifférent à la chose politique. On a le devoir, même en tant que catholique, c'est d'ailleurs ce qu'ont enseigné les papes pendant de nombreux siècles, on a le devoir, en tant que catholique, de s'engager dans la société pour amener cette société vers le bien, de façon à ce que cette société soit organisée, à ce que les lois soient régies de façon à offrir aux individus et aux familles le contexte qui les aide à trouver leur salut et le développement de leur foyer. Pour en revenir à ma question, donc à 16 ans, vous découvrez ce général qui vous, on va dire, confirme votre foi au catholicisme. Vous dites que vous entamez un parcours politique, mais comment, très rapidement, vous en arrivez à être le président de Civitas, finalement? Alors, évidemment, c'est une succession d'engagements. Hein. C'est que d'abord, je me suis donc engagé sur le terrain belge auprès de ce lieutenant général dans un combat qu'on pourrait dire patriotique belge. Ensuite, j'ai pris la présidence d'une association qui s'appelait Belgique et Chrétienté, que j'ai fait reconnaître comme lobby catholique auprès du Parlement européen. Cela m'a permis pendant plusieurs années de côtoyer de façon régulière des députés européens de différentes nations au Parlement européen à Bruxelles, de mettre en place aussi une méthodologie de groupes de pression catholique en Belgique, notamment contre des spectacles blasphématoires ou des publicités, disons, immorales ou blasphématoires. Et cette expertise, pourrais-je dire, a éveillé l'intérêt de prêtres en France qui m'ont proposé de m'investir d'abord au sein de Civitas comme une espèce de conseiller ou voilà, de consultant. Et puis ensuite, j'ai pris d'abord la tête du mouvement de jeunesse de Civitas. Ensuite, je suis devenu le secrétaire général de Civitas en 2008. Puis, je suis devenu le président de Civitas en 2011 ou 2012, je pense. Et donc, voilà, tout est allé, somme toute, assez naturellement. Ouais, j'ai une question. Est-ce que vous avez obtenu des résultats dans votre lutte contre des spectacles blasphématoires? Parce que ça ne porte pas ce nom blasphématoire dans la société, enfin dans les démocraties où nous sommes, mais ils sont considérés comme une norme qui représente un idéal de ce qu'on pourrait appeler une forme de liberté. Donc, est-ce que vous avez obtenu des résultats? Alors, je n'ai pas obtenu l'annulation de spectacles. Par contre, je dirais que si je devais dire que j'ai eu des résultats, le plus beau résultat pour moi obtenu, ce sont des conversions. C'est-à-dire qu'en portant haut et fort le drapeau catholique, la bannière catholique, en mobilisant pendant
des jours, des mois, des années, toutes les mouvances catholiques prêtes à descendre dans la rue pour affirmer leurs convictions, eh bien oui, ça a entraîné des conversions d'adultes. Et je dois dire que, voilà, pour moi, en tant que catholique, c'est le plus important. À chaque fois que quelqu'un me dit vous m'avez fait connaître la foi catholique et grâce à vous, je me suis fait baptiser, eh bien, pour moi, c'est comme une décoration, si vous voulez. C'est ce qui importe le plus. En outre, je pense que l'un des bienfaits ou l'une des victoires de Civitas en la matière, c'est d'avoir, à un moment donné, rendu aux catholiques une pugnacité et une fierté. C'est de les avoir fait sortir d'un certain confort, d'une certaine habitude, d'un certain quiétisme, et les avoir amenés à montrer les dents, à vouloir se faire respecter dans la société. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, lorsque tout va mal et lorsque l'adversité se déchaîne de tous les côtés, c'est important de montrer que l'on n'est pas faible. Le pouvoir, on le sait, il est fort avec les faibles, faible avec les forts. Donc il est important de se faire respecter. Et toujours évidemment dans les régimes qui s'appellent démocratie libérale où nous sommes, dont le maître mot est la tolérance, qui est un mot quand même assez ambigu. Est-ce que vous pensez que... On dit même qu'il y a des maisons pour cela. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les catholiques faisaient profil bas, peut-être parce qu'ils étaient plus victimes d'intolérance que d'autres ? Non, je pense que pendant des années, et c'est aussi la conséquence du Concile Vatican II, c'est aussi la conséquence de cette association entre modernité et catholicisme dans le mauvais sens, c'est que cela a démobilisé. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de catholiques ont considéré que finalement il fallait faire profil bas. Il fallait prendre simplement ses habitudes dominicales et pour le reste être bien fondu dans la masse. Et voilà, j'ai cherché à les amener à sortir de l'anonymat. Et je pense que d'ailleurs ça a initialement beaucoup troublé les médias et les observateurs. Je me souviens que lorsque nous avons commencé à appeler les catholiques à descendre dans la rue pour contester des spectacles blasphématoires, si ma mémoire est bonne, j'ai dû faire manifester les catholiques durant au moins 70 jours d'affilée contre des spectacles, chaque jour donc. Je me souviens que des journalistes étaient effarés par la quantité de jeunes qui manifestaient, de jeunes catholiques qui étaient présents, et de jeunes catholiques qui n'étaient pas dans l'image caricaturale ou stéréotype de ce qu'attendaient les journalistes. Et je leur disais, ben voilà, vous êtes déçus, c'est pas Bécassine. Ce sont des jeunes bien dans leur peau, des jeunes qui sont totalement intégrés dans la société. Et ça les troublait, ces journalistes. Ça les troublait dans le sens où ça les décontenançait, ça les irritait même, de se dire « j'aurais pu les croiser, je pourrais les rencontrer au boulot, je pourrais les rencontrer comme les amis de mes enfants, et ils ont l'air si sympathiques, ils sont catholiques, et ça me dérange. » Et ça, c'était notre réussite, je pense. Mais vos différentes actions et prises de parole créent pas mal de polémiques. Vous êtes tributaire de beaucoup d'attaques. Est-ce que vous comprenez quand même les gens qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'autres bords puissent mal réagir à ce que vous faites? Par exemple, quand vous critiquez ou que vous essayez de faire annuler un spectacle dans une église qui est désacralisée depuis 500 ans, est-ce que vous comprenez que les gens ne voient pas l'intérêt de ce que vous faites et à quoi ça sert dans le monde où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous les comprenez, ceux qui sont de l'autre côté? Alors, je peux entendre que les personnes ne comprennent pas l'intérêt.
Mais par contre, c'est à moi à ce moment-là d'essayer d'éveiller leur compréhension. Et donc je dirais, vous faites allusion au cas de cette église à Metz qui devait accueillir le concert de Bilal Hassani. Et donc, Bilal Hassani, ai-je besoin de décrire? Donc, il s'agit d'un travesti qui donc fait un numéro qu'on appréciera ou pas. Mais donc, quand ce personnage choisit comme salle de concert à Metz un lieu qui est une ancienne église et qui s'appelle toujours Église Saint-Pierre-aux-Nonains, et quand il met sur son affiche Église Saint-Pierre-aux-Nonains, ça ne me semble donc pas être un choix hasardeux. Quand par ailleurs le même personnage, Bilal Hassani, auparavant pose dans un magazine homosexuel grimé en Sainte Vierge ou en Jésus-Christ, si j'additionne les différents éléments, je ne peux pas considérer autre chose qu'une provocation antichrétienne. Et donc je dirais, s'il était de bonne foi, il y a quantité de salles de spectacle à Metz pouvant accueillir son spectacle. Mais il a choisi de vouloir provoquer les catholiques et voilà, les catholiques ont réagi. Et contrairement à cette espèce de victimisation qui a été ensuite hyper médiatisée, eh bien, je rappelle que Civitas, bien sûr, n'a jamais menacé Bilal Hassani. Rendez-vous compte, la menace suprême, c'était que nous organisions un rassemblement de prière du chapelet devant la salle de spectacle. On nous a accusés de menaces de violence parce que nous disions que s'il maintenait son concert, nous allions appeler les catholiques à se mettre à genoux devant la salle de spectacle pour prier le chapelet. Voilà. Le chapelet est désormais, semble-t-il, plus redoutable qu'une mitraillette. J'ai une question par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'on vous a tendu un piège avec cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, une provocation qui est claire. On ne peut pas plus clair comme vous venez de l'expliquer. Et on attendait que vous réagissiez pour venir justement avec les caméras et dire, vous voyez, il y a un groupe de terroristes intégrisme catholique et vous êtes allé dedans. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un piège qui vous était tendu et qu'il aurait, stratégiquement parlant, été plus préférable de faire profil bas, justement? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des questions de principe à certains moments. J'assume que l'on prenne des risques, que l'on aille là où on ne nous attend pas, mais aussi parfois là où on nous attend. Qui plus est, bon, les caméras n'ont rien eu à se mettre sous la dent, si je puis dire, puisque Bilal Hassani a annulé son spectacle, était-ce la veille ou le matin même. Enfin, toujours est-il que donc, il n'a même pas fallu que nous rassemblions les catholiques pour prier le chapelet devant les lieux. Et donc, il n'y a pas eu d'image de catholiques récitant le chapelet contre Bilal Hassani ou pour réparer les provocations et les provocations et sacrilèges de Bilal Hassani. Nous avons simplement, je pense, fait ce que nous devions. Voilà, nous fonctionnons selon une vieille devise, fais ce que doit, advienne que pourra. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question vous concernant et le mouvement Civitas. On entend partout que vous êtes qualifié d'extrême droite. Alors j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette qualification? Comment vous qualifiez votre mouvement si on prend l'échiquier justement gauche et droite? Alors, j'ai bien conscience qu'effectivement, les médias, les faiseurs d'opinion, les wokistes, les représentants des différents lobbies anti-chrétiens aiment bien nous classer comme extrême droite, parce que ça fait office d'épouvantail, et que, évidemment, pour réduire notre capacité à être entendu largement, il faut faire peur. Il faut que l'on dresse de nous une image qui fait peur.
Donc je ne me reconnais pas dans ces schémas-là. Je ne me reconnais même pas dans le schéma gauche-droite. Je pense que tout ça est largement dépassé, pour autant que cela ait jamais eu une véritable valeur de classement politique. Je l'ai dit tout à l'heure, si je devais me qualifier aujourd'hui par rapport aux problèmes du temps, je suis antimondialiste. Et je pense que c'est vraiment la clé de compréhension des problématiques diverses auxquelles nous faisons face. Et évidemment, il faut que notre image fasse peur, que cette image entretenue par les médias et par nos adversaires fasse peur, effraie, que Civitas soit mal vu, entraîne la crainte. Parce que je suis persuadé, si l'on nous donnait la parole à une heure de grande écoute, sur une antenne de grande audience, et que l'on s'aperçoive que ceux qui sont présentés comme le mal absolu, comme la bête, sont en fait des gens qui tiennent un discours qui pourrait être audible par tous, y compris très largement par les non-catholiques. Si les gens s'apercevaient que le discours des catholiques que je tiens est un discours de bon sens, est un discours de recherche du bien commun, et que ce bien commun servirait les intérêts de tous, y compris des musulmans, y compris des athées, y compris des juifs, y compris... Voilà, que, en fait, toute personne qui aurait simplement ce souci de pouvoir élever ses enfants correctement, de les mettre à l'abri des perversions, de ne pas laisser ce monde être dirigé par les Klaus Schwab, gourous du Forum économique mondial de Davos, de maintenir le droit à la propriété sans le mettre en danger par des directives pseudo-énergétiques, de pouvoir maintenir un pouvoir d'achat, de pouvoir défendre une justice sociale, de pouvoir défendre une équité, de défendre le juste prix, de défendre le juste salaire. Si tout cela était abordé, est-ce que, encore, tiendrait quelques instants cette image d'épouvantail ? Voilà, il faut évidemment que je ne puisse pas avoir la parole devant une grande audience, et pour cela, il faut entretenir cette image de peur, de crainte. Il faut que, aux yeux du grand public, par l'intermédiaire des médias, je sois un monstre. Et justement, dans les prises de parole, dernièrement, on vous a beaucoup vu contre ce qu'on appelle en Belgique l'Evras. Oui. Et dans ces manifestations, il y a beaucoup de musulmans. Est-ce à dire justement que quand il y a une cause commune comme ça, vous imaginez une alliance est possible, par exemple, entre les catholiques et les musulmans ? Alors, je l'ai dit lorsque j'ai pris la parole, pour moi, il n'y a pas question de front de la foi, que les choses soient bien claires. Ce n'est pas un front de la foi. C'est une convergence de tous les gens de bon sens, quelle que soit leur croyance, quelle que soit... Et pour autant qu'ils aient une croyance, du reste. C'est la convergence de tous ceux qui considèrent que les enfants n'ont pas à être l'objet d'un endoctrinement sexuel à l'école. Et je pense que ça, c'est un sujet majeur de notre temps. Je vois une mobilisation et je m'en réjouis, je félicite tous ceux qui y participent contre ce programme Evras, mais en soi, tout cela est entamé depuis longtemps, il faut bien en avoir conscience. Il y a évidemment... disons, une aggravation des problèmes, et notons au passage la mauvaise foi des médias et la mauvaise foi du monde politique qui prétendent, qui martèlent, qui répètent que ce programme Evras est déjà appliqué depuis longtemps, depuis 2012, si ma mémoire est bonne, et que il ne s'agit que de 2 x 2 heures de programme d'éducation affective et sexuelle. S'il s'agissait de poursuivre simplement le programme tel qu'il est rédigé et appliqué depuis 2012, qu'on m'explique pourquoi il a fallu un vote au Parlement wallon et bruxellois il y a quelques semaines. Si c'était la simple continuité, sans différence, d'un programme qui existe depuis 2012, il me semble qu'il n'y avait aucune nécessité que cela passe devant l'approbation du Parlement. Donc c'est bien qu'il y a une nouveauté. Et cette nouveauté, elle n'est nécessairement qu'une aggravation, parce qu'elle elle cherche à
répondre aux attentes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en termes de recommandations d'éducation sexuelle et recommandations de l'OMS qui sont véritablement une invitation à la perversion. Une autre question, justement par rapport aux médias et au fait que voilà, vous êtes le mal absolu selon les médias mainstream, on va dire. J'ai l'impression que des fois vous vous donnez le bâton pour vous faire frapper. Je vais m'expliquer. Il y a une conférence que vous avez faite à propos de Léon Degrelle et du rexisme, conférence que d'ailleurs j'engage nos auditeurs à aller voir pour qu'ils se fassent leur propre opinion du personnage. Ceci dit, ce personnage est un personnage qui a une connotation parce que voilà, il a traîné dans les cercles d'extrême droite, comme il dirait. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous savez très bien que les médias vont s'en servir pour salir votre réputation, c'est-à-dire la personne que vous êtes, et c'est-à-dire le président que vous êtes et l'organisation que vous êtes. J'aimerais savoir un peu comment vous décidez de parler de ce personnage et pourquoi, sachant déjà les difficultés que vous avez à vous faire entendre et les facilités qu'ils ont à vous salir, choisir cette thématique. Est-ce que c'est pas leur donner le bâton pour se faire frapper? Tout en rappelant très brièvement qui était Léon Degrelle. Oui, tout à fait. Alors, je précise que effectivement, à l'invitation d'un cercle catholique parisien, j'ai fait une conférence. Il y a quand même de cela de nombreuses années sur le sujet. Il me semble, était-ce en 2016 ou en 2014, je ne sais pas. En tout cas, c'est loin d'être une nouveauté dans le propos. C'est pas une vidéo récente, c'est une vidéo donc qui a quand même pas mal d'années. Pourquoi ai-je répondu favorablement à l'invitation? Parce que je voulais justement démontrer que l'enseignement de l'histoire est souvent tronqué. Et qu'en l'occurrence, les personnages de l'histoire ont souvent de multiples facettes. Et j'ai bien précisé dans cette conférence que le Léon Degrelle dont je leur parlais était à la fois le meneur étudiant, ensuite le chef de groupe de presse catholique, puisqu'à l'époque, c'était un groupe de presse qui avait été créé par les évêques de Belgique et qui avait été donc dirigé par Léon Degrelle à l'invitation des évêques de Belgique, et qu'ensuite, ce groupe de presse avait évolué vers, en même temps, la création d'un mouvement puis d'un parti politique. Donc les éditions étaient les éditions Christus Rex, et ensuite il y a eu l'émergence du mouvement Rex, puis du parti Rex. Et j'ai voulu expliquer que donc les médias ou la doxa dominante retient volontiers d'un homme ce qui a suivi après la guerre, 1940, et que en fait la réalité humaine est nécessairement plus complexe et que la guerre a bouleversé beaucoup de choses, qu'elle a entraîné des gens dans des destins qui n'étaient pas nécessairement ceux qu'ils avaient choisis initialement, et qu'il faut être capable, si l'on veut vraiment avoir un regard objectif et lucide sur les choses, de s'imprégner de la réalité humaine, de la réalité de l'histoire, de ne pas voir l'histoire selon le prisme d'aujourd'hui, mais de le voir selon le prisme de l'époque, de ne pas faire d'uchronie, de ne pas juger l'histoire, les événements ou les personnages selon le regard actuel, avec la connaissance actuelle des événements, mais de juger tout cela selon justement les écrits, les documents de l'époque. Voilà, c'est ce que j'ai fait au cours de cette conférence, en montrant que donc, jusqu'en 1939, ce personnage, Léon Degrelle, a été le représentant d'un engagement politique catholique en Belgique qui a tout de même été suffisamment important pour rassembler les foules les plus importantes jamais vues dans un meeting politique au XXe siècle, en Belgique. Très bien. Donc, je vais quand même poser la question. Il me semble que
la pensée, on va dire, nazisme ou fasciste, est aux antipodes du catholicisme. On est bien d'accord. Ça va sans dire. Hein. Ça va sans dire, et donc ça va d'autant mieux en le disant. Donc je rappelle au micro qu'effectivement, le nazisme et le catholicisme sont incompatibles, hein, que l'on s'entende bien. Et d'ailleurs, ça a été dit, répété dans d'autres interventions faites au sein des activités de Civitas, qu'il s'agit de fêtes du Pays Réel ou d'université d'été du Pays Réel ou de siècles de formation des cadres au sein de Civitas. Donc là n'est pas la question, hein, vraiment. Quand j'ai parlé de Léon Degrelle, je n'ai absolument pas cherché à faire la moindre apologie du nazisme, loin s'en faut. Au contraire, et j'ai bien essayé dans cette vidéo, qu'il suffit de regarder pour ceux qui voudraient avoir un jugement plus personnel sur la chose, j'ai bien essayé de justement montrer à quel point les destins peuvent être détournés et brisés quand une guerre vient. Voilà. Et j'ai notamment souligné à quel point toute une série de gens se sont engagés ensuite, après-guerre, lorsque la guerre était entamée, se sont engagés sur le front de l'Est, par exemple, en tant que catholiques, et y ont perdu la foi. Et donc je soulignais cela, vous voyez, c'était pas du tout une publicité ou une promotion du nazisme. Au contraire, je soulignais à quel point la guerre est toujours dramatique et terrible et entraîne le naufrage de beaucoup d'âmes. Peut-être que dans une soixantaine d'années, quelqu'un fera une conférence sur des gens qui étaient pro-pass sanitaire, injection obligatoire et tout, et on expliquera pourquoi, dans le contexte de l'époque, ces gens-là, on peut les comprendre aujourd'hui. Oui, absolument. Et on pourrait faire sans doute la même chose vis-à-vis du conflit Ukraine-Russie. Vous voyez, c'est que il y a évidemment beaucoup d'éléments qui échappent aux gens lorsqu'ils vivent les événements. Les manipulations, les influences extérieures sont telles que voilà, on est souvent orienté vers des choses que l'on n'avait pas nécessairement choisies. Et vous faites bien de rappeler toute cette controverse autour du Covid, des injections du vaccin, du dit vaccin ARN. Eh bien, voilà, ça a été un combat majeur de Civitas. Nous avons, je pense, été quand même très, très, très actifs sur le sujet, en France, en Belgique et dans d'autres pays. Nous avons voulu être à la pointe de ce combat pour mettre en garde contre justement ce qui nous apparaissait de toute évidence comme une expérimentation. Il n'a pas fallu attendre que les effets secondaires se manifestent. Dès le départ, il y a eu des gens, et nous en faisions partie, qui mettaient en garde contre l'injection d'un produit expérimental parce que c'était impossible d'avoir réalisé un vaccin, un authentique vaccin en aussi peu de temps, et c'était d'autant moins possible de le faire avec l'ARN messager dont on savait que jusqu'à présent toutes ces utilisations avaient été soit inefficaces, soit dangereuses. Et justement, même avant que le vaccin devienne obligatoire, officiellement il ne l'était pas, mais de facto il l'était, il y avait déjà une expérimentation sociale qui était menée à l'échelle mondiale. Et pour revenir justement à votre combat contre le mondialisme, alors est-ce qu'il ne faut pas malgré tout revendiquer, ou assumer en tout cas, une certaine forme de nationalisme quand on est dans un combat anti-mondialiste ? Alors, je vais peut-être d'abord revenir au début de votre propos. Je pense que effectivement, il est intéressant de souligner que la mobilisation contre le covidisme, ce que j'appellerais le covidisme, les 2 années de folie et d'intox sanitaire, il faut d'abord souligner que pour moi, c'est de la tyrannie sanitaire. Et c'est le premier essai à échelle planétaire de la mise en place du totalitarisme mondialiste. C'est vraiment une opération coordonnée d'une habileté extraordinaire
d'une efficacité redoutable pour que, de façon vraiment parfaitement chronométrée, le même message se diffuse partout avec les mêmes conséquences liberticides systématiquement. Et j'en reviens à cela. Pour moi, le combat, il est antimondialiste, et je souligne à quel point l'essai mondial, l'essai global du covidisme, c'était la première phase, le premier test, et que nous allons en connaître d'autres, et nous en connaissons déjà d'autres. On voit bien que ceux qui dirigent le monde veulent nous faire passer d'une anxiété à une autre, veulent maintenir les populations sous domination, veulent les tenir en laisse en passant d'un schéma anxiogène à un autre schéma anxiogène. Ensuite, pour venir à donc la dernière phase de votre propos, face au mondialisme, il faut en tout cas effectivement retrouver son identité. Le mondialisme, bien sûr, c'est son objectif, c'est de nous déraciner. Si nous n'avons ni Dieu, ni famille, ni patrie, que sommes-nous ? Un arbre sans racines, c'est un arbre mort, c'est un arbre qui tombe. Si nous n'avons ni Dieu, ni famille, ni patrie, nous sommes des feuilles mortes. Et donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut opposer le mondialisme à l'identité. Mais cette identité, elle est composée de beaucoup de choses. Elle va de l'identité linguistique, l'identité culturelle, l'identité qui fait référence à l'histoire, qui fait référence aux frontières, qui fait référence à un patrimoine commun. Voilà. Mais il est important, il est essentiel que nous ne nous laissions pas transformer en nomades consuméristes. C'est ce que j'allais dire, parce que bon, le nomadisme a toujours existé, alors on n'est pas obligé de se tenir au modèle proposé par Jacques Attali, qui est le nomadisme de luxe, qui ne concerne pas grand monde. Mais alors ce modèle, bon, c'est une question provocatrice, mais ce modèle nomade, il existe. Il est peut-être viable. C'est-à-dire, il y a plusieurs nomadismes. S'il s'agit de proposer d'être nomade comme un peuple asiatique ancestral allant de lieu en lieu avec ses yaks et ses yourtes, cela relève d'une forme d'identité. C'est du nomadisme, mais qui correspond à une tradition culturelle de ce peuple. Mais ce que l'on nous propose, ce n'est pas ça. Ce que l'on nous propose, c'est de nous déraciner sans cesse et de nous proposer, par exemple, si nous travaillons pour telle entreprise, ce que l'on nous propose, c'est de suivre éventuellement cette entreprise qui délocalise son activité en Roumanie, d'aller en Roumanie et d'être payé au salaire roumain. Et ça me semble là très éloigné justement des traditions nomades culturelles ancestrales de certains peuples. Ce que l'on nous propose, c'est un nomadisme qui détruit, c'est un nomadisme qui assassine nos peuples et nos familles et nos individus. Juste avant, vous avez parlé de ceux qui dirigent, vous avez dit. Mais qui sont ces gens ? Qui sont-ils en fait, selon vous, ces gens qui dirigent ? Alors, à mon sens, il y a aujourd'hui une entité qui a le véritable pouvoir. Alors, elle n'est sans doute pas seule, mais elle me semble être essentielle à la clé de compréhension des événements, c'est le Forum économique mondial de Davos. Je ne dis pas que tout le pouvoir est concentré là, mais je pense qu'aujourd'hui, quantité de ce que nous avons vécu depuis maintenant 3 ans, c'est décidé au Forum économique mondial de Davos. Et regardez, vous voyez, il ne se cache même plus. Regardez comme le Forum économique mondial de Davos a son site internet
Et lorsque il organise sa grande réunion, vous pouvez vous brancher sur le site internet du Forum économique mondial de Davos et suivre quasiment en direct tout ce qui s'y passe et voir les photos de toutes les personnalités qui viennent s'y presser et écouter la plupart des conférences qui s'y tiennent. Et je rappelle, le Forum économique mondial de Davos, dont le gourou est Klaus Schwab, rassemble les 10 000 multinationales les plus puissantes. Et donc, c'est là que se trouve l'argent. Et qui dirige sinon l'argent ? Et ce n'est pas un hasard si, en somme, l'on voit les représentants des grandes nations et des petites nations, les chefs d'État du monde, les chefs des partis politiques, se précipiter là et s'aplatir devant Schwab. Voyez les images, voyez les photos, voyez les vidéos, regardez le rapport de force. Ce ne sont pas les hommes d'affaires qui s'inclinent devant les hommes politiques, c'est l'inverse. Regardez comme tous ceux qui sont censés être les décideurs politiques s'inclinent devant les Schwab et consorts. D'ailleurs, il y avait une image très très révélatrice à ce sujet. C'était Emmanuel Macron qui était intervenu lors d'un sommet du Forum économique mondial. Donc la caméra était sur lui. Il était filmé en plan américain, enfin peu importe. Et il parle avec Klaus Schwab qu'on entendait en voix off. Et ça donnait vraiment l'impression qu'il parlait à Dieu et qu'il en était tout à fait flatté. D'ailleurs, il était comme un petit garçon. C'était criant. Mais je pense, oui, que les hommes politiques sont extrêmement flattés d'avoir un carton d'invitation pour se rendre au Forum économique mondial de Davos. Et je pense que si ceux que l'on pourrait appeler l'opposition contrôlée recevaient leur carton d'invitation, ils s'y précipiteraient et ramperaient autant qu'il faut pour montrer qu'ils font partie de ceux qui sont admis dans l'antichambre du pouvoir. C'est juste en dessous d'une invitation chez Artemus. Et qui serait... Non, mais pour la remarque aussi, pour le coup, le père de Klaus Schwab était lui effectivement bien un nazi. Hein. Donc ouais, je tiens quand même à le rappeler. Et on ajoutera, vous voyez, que c'est la synthèse étonnante de toutes les extrêmes et de tous les totalitarismes, puisque Klaus Schwab est effectivement donc le fils d'un dignitaire nazi, mais que il a aussi dans son bureau le buste de Lénine, et que ce qu'il nous propose comme modèle, somme toute, c'est la synthèse entre le totalitarisme communiste et le totalitarisme hypercapitaliste. C'est le communisme 2.0, synthèse de la haute finance et du communisme. C'est intéressant que vous dites ça, parce que finalement, si on écoute les cathotradis, c'est que les seuls qui seront sauvés seront les catholiques. Et que finalement, c'est le catholicisme pour tous. En fait, si tout le monde se convertit demain au catholicisme, tout ira bien. Ah non, je finalement, vois pas ça comme ça. Mais non, mais bon. on entend ça. On entend que, d'ailleurs, ils sont jugés partis, puisqu'ils disent qu'il faut être converti, être baptisé pour être sauvé. Voilà, on a entendu par exemple Pierre Hillard, qui dit ça, mais c'est pas le seul. Et finalement, en fait, c'est du catholicisme pour tous. Si on écoute un communiste, il va dire c'est le communisme pour tous. Si vous écoutez un européiste, il va dire il n'y a pas assez d'Europe, il en faut plus. Ben, vous voyez, c'est là où j'aimerais avoir votre avis. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que finalement, la vérité n'est pas dans la diversité ? Et que finalement, par peuple, chaque peuple a ses propres croyances et sa propre religion. Qu'en pensez-vous ? Évidemment, en tant que catholique, j'ai la ferme conviction que c'est par la foi catholique que le salut est possible. Et que, voilà, c'est l'enseignement de l'Église, c'est que c'est par ce chemin-là que l'on trouve son salut et qu'on obtient la vie éternelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai vraiment cette volonté, cette
d'essayer de convertir un maximum de gens. Parce que c'est par amour de ceux qui m'entourent et pour essayer d'en sauver un maximum que je cherche à les convertir. Mais j'entends évidemment bien que des représentants d'autres croyances auront sans doute le même propos. Et donc, voilà, je ne suis pas là pour dire que tous ceux qui n'ont pas la foi catholique iront en enfer. Ce n'est pas mon rôle, mais je suis en tout cas là pour dire que l'Église nous enseigne que c'est par la foi catholique que le salut se fait, et donc je cherche à assurer au plus grand nombre la planche de salut que je crois être authentique. Oui, d'accord, mais après, est-ce que finalement, les catholiques, enfin chez les catholiques en tout cas, les penseurs métaphysiques tels que René Guénon n'ont pas bonne presse? Alors que non, René Guénon, ce qu'il explique, c'est que finalement, il y a une tradition primordiale, ce qui fait que chaque peuple a la connaissance de cette vérité qui est Dieu, qui va transcender dans une culture, dans un dogme qui sera différent d'une région à une autre. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer, par exemple, un catholique chinois. Pourtant, il y en a. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je veux dire que il est très facile de se poser en tant que être le messager de Dieu directement en tant que catholique. Et justement, il y en a qui le font, qui disent, qui distribuent les bons points. En fait, finalement, quand ils ont cette attitude, quelle est la différence qu'ils ont avec l'attitude de certains globalistes et mondialistes? Voilà. Alors, si je peux poser une question complémentaire, oui, bien sûr. Est-ce que on peut considérer que, à partir du moment où le pouvoir est centralisé dans le catholicisme, puisque vous critiquez, vous vous opposez à Vatican II, est-ce que ce n'est pas cette centralisation par la papauté qui amène à une dégradation inévitable? Donc, c'est-à-dire, pour reprendre, parce que je suis assez d'accord avec cette remarque, c'est que finalement, une question. Vatican, on l'entend souvent aussi chez les cathos, c'est Vatican II le problème. Or, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que c'est pas Vatican tout court? Parce que Vatican centralise le pouvoir. Donc, quand le pouvoir est centralisé, eh bien, il y a tendance à se faire plus facilement corrompre. Et donc, ça va faire beaucoup de questions. Hein, et donc, finalement, est-ce que l'orthodoxie n'a pas plus de sens, qui décentralise justement ce pouvoir? Alors, je vais essayer d'être complet, de répondre à toutes les sous-questions de la question. D'abord, vous me demandiez si il ne pouvait pas y avoir un parallèle entre le salut selon l'Église et le salut selon les mondialistes. Je pense que le parallèle n'existe pas dans le sens où les mondialistes imposent leur volonté. Voyez-vous, aujourd'hui, le Forum économique mondial de Davos, il ne nous laisse pas le choix. Il ne nous permet pas de conserver un autre modèle que le sien. Et Klaus Schwab le dit, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est leur modèle qui doit être imposé comme le seul modèle parce qu'ils veulent faire notre soi-disant bonheur, même contre notre gré. Le discours que je tiens en tant que catholique, ce n'est pas du tout celui-là. Je ne cherche à imposer rien à personne, si ce n'est le respect. Et donc, voilà, je porte un message en essayant de présenter ce qui, pour moi, selon ce qui m'a été enseigné, selon la foi qui est la mienne, est la voie du salut. Mais je ne cherche à l'imposer à personne. Et il faut être bien clair, on doit se convertir par adhésion volontaire. On ne peut pas convertir par la force. Voyez-vous ? Et donc, je pense que cette différence-là, elle est fondamentale. Donc, et je ne cherche pas non plus à convertir par souci d'hégémonie. Je cherche à convertir simplement par amour des autres, par respect pour ceux qui m'entourent, par volonté
selon mes convictions, de les aider à trouver leur salut, mais pas pour les contraindre à faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. Maintenant, sur le Vatican, sur sa forme centralisée, alors, le Vatican, disons, tel qu'il a été fondé, est une monarchie universelle. Le mot catholique signifie d'ailleurs universel. Mais universel, donc, pas dans le sens mondialiste. Encore une fois, la propagation de la foi catholique dans le monde ne cherche pas à effacer les cultures, à effacer les traditions, les racines des différents peuples, mais à simplement présenter, encore une fois, ce qui, pour nous, catholiques, est la planche du salut, est la voie du salut. Mais vous pourrez trouver donc de par le monde des Maoris bien Maoris qui vont simplement à la messe en latin le dimanche, mais qui, lorsque vous les croisez, ont vestimentairement toutes les habitudes, les traditions de ce peuple, et ainsi de suite en Afrique, aux Philippines, ou en Pologne, etc., etc., etc. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir une centralisation qui efface les différences culturelles, les différences, disons, des populations, de la variété des populations de ce monde, mais d'avoir une unité théologique, une unité doctrinale, parce que s'il y a une vérité, elle est une. Je suis de ceux qui ne croient pas que chacun a sa vérité. S'il y a une vérité, elle vaut pour tous. Sinon, ce n'est pas une vérité. Et pour moi, l'Église catholique, elle a pour mission d'être le phare au milieu de la tempête. Quand tout va mal, quand les bateaux sont prêts à s'échouer, quand les individus sont en train de faire naufrage, le catholicisme tel que celui que je crois, tel que celui auquel je me raccroche, le catholicisme tel qu'il a été enseigné pendant 2000 ans, est pour moi le phare au milieu de la tempête pour tous les peuples qui sont en train de s'interroger sur le naufrage qu'on leur prépare. Et l'orthodoxie dans tout ça, est-ce que justement c'est pas plus sensé, étant donné que l'orthodoxie aujourd'hui a un pouvoir qui est décentralisé, donc Vatican II en fait il arrive parce que justement il y a une possibilité d'aller corrompre ce pouvoir assez facilement, puisque tout est concentré au même endroit. Quand vous avez l'orthodoxie, j'ai l'impression que c'est plus difficile à corrompre par sa décentralisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas, parce que regardez le problème depuis plusieurs années de l'orthodoxie, c'est précisément qu'elle n'est pas en mesure de s'accorder. C'est qu'effectivement, vous avez des patriarches orthodoxes qui donc chapeautent l'orthodoxie selon le pays dans lequel ils officient, et chacun se sent, disons, seul maître chez lui, et donc cela fait de très nombreuses années, des décennies, que le catholicisme n'est plus en capacité de s'accorder sur les grands enjeux. Je crois que Vladimir Poutine a été le dernier, il y a peut-être de ça déjà près de 10 ans, à essayer de rassembler tous les patriarcats orthodoxes pour essayer de leur faire retrouver une unité, et cela a été un échec. Je pense que, voilà, quand on parle de foi, quand on parle de théologie, quand on parle de doctrine, il faut nécessairement à un moment une unité doctrinale, il faut nécessairement une unité théologique, et sinon, on est en proie à des évolutions. Et vous voyez, c'est aussi pourquoi je suis si éloigné de l'Église moderniste, de l'Église qui suit le Concile Vatican II, c'est que, à mon sens,
s'il y a une vérité de foi, s'il y a un Dieu, si ce Dieu a donné des enseignements, ces enseignements ont une valeur pérenne, éternelle, qui n'évolue pas au gré des hommes, au gré des modes, au gré des événements. La vérité est, la vérité reste, la vérité demeure toujours. Et si on revient à l'actualité plus chaude de Civitas, donc ce qui se passe depuis quelques semaines, c'est que vous êtes sous le feu, comment dirais-je, sous plein de feu à la fois, et il vient d'arriver ce qui devait arriver finalement, c'est une dissolution officielle de votre mouvement. Est-ce que vous pourriez nous, en schématique, nous expliquer ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là ? Alors, de façon schématique, alors je précise que ça concerne Civitas France et pas les représentations de Civitas dans les autres pays. Excusez-moi, il y a beaucoup de représentations dans d'autres pays ? Alors, aujourd'hui, de mémoire, Civitas existe en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Pologne, au Mexique, au Liban, au Royaume-Uni. Voilà, j'en oublie peut-être, mais voilà. Combien en tout cas, d'adhérents, juste pour qu'on se rende compte de la taille, vous savez ? Alors non, là j'ai pas d'idée globale parce que justement là pour le coup c'est pas comme le Vatican, c'est que chaque antenne de Civitas dans un pays gère ses troupes, si je puis dire. Moi je coordonne la ligne politique. Mais je ne gère pas les adhésions des différentes antennes nationales de Civitas. Donc en France, ce qui s'est passé, c'est que nous avions les 29, 30 et 31 juillet notre université d'été qui se déroulait sur le thème combattre le satanisme du nouvel ordre mondial. Je pense que ce thème-là a beaucoup déplu à certains milieux. L'idée de pointer l'essence satanique du nouvel ordre mondial, de pointer du doigt les réseaux pédocriminels, les rituels sataniques partagés par des grands personnages du nouvel ordre mondial. Je pense que tout ça a agacé. Mais donc, notre université d'été s'était bien déroulée avec une affluence considérable, avec différents intervenants et dont un archevêque, Monseigneur Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis. Université d'été ouverte au public. Université d'été qui était un événement privé. Il faut bien le préciser, on n'y accédait que sur un carton d'invitation. Donc, événement privé, dans un lieu fermé, avec donc, parmi les conférenciers, Pierre Hilard en tant qu'invité. Pierre Hilard est un professeur de géopolitique, notamment, et donc il était là en tant qu'invité. Il a fait une conférence sur un thème qui était à moitié philosophique, à moitié géopolitique. Et à la suite de cette université d'été, la vidéo de Pierre Hilard s'est retrouvée sur une chaîne YouTube d'un gilet jaune qui était présent et qui avait demandé s'il pouvait filmer cette conférence. Donc Pierre Hilard lui avait donné l'autorisation de filmer son intervention. Ce gilet jaune a mis cette conférence sur sa chaîne YouTube et quelques jours ensuite, un extrait de 2 minutes et 40 secondes a été mis sur Twitter. Et c'est à partir de là que tout s'enflamme, tout va se dérouler sur Twitter. Donc, des comptes Twitter communautaristes vont reprendre... Qu'est-ce qu'on trouvait dans cet extrait Alors, Pierre Hilard, il faisait un rappel à l'histoire sur la citoyenneté
durant l'Ancien Régime. Et Pierre Hillard a terminé le propos réduit de cet extrait par une boutade sous la forme interrogative et conditionnelle en demandant s'il ne serait pas judicieux d'en revenir à la situation d'Ancien Régime, sur les conditions de citoyenneté. À la suite donc de cette première diffusion de cet extrait sur Twitter, plusieurs comptes Twitter communautaristes ont tenté de présenter cela comme une déclaration antisémite de la part de Pierre Hillard et ont voulu profiter de cela pour réclamer la dissolution de Civitas. Cela a traîné comme ça le samedi, le dimanche, entre quelques comptes Twitter, sans nécessairement que cela ait grand impact, grande visibilité. Mais ensuite, le lundi matin, ce sont successivement les députés de la France insoumise qui tous vont reprendre à leur tour cet extrait et vont réclamer la dissolution de Civitas à ce motif. Et ensuite, en fin d'après-midi, c'est au tour de leur chef, Maximo Jean-Luc Mélenchon, de réclamer, de s'adresser directement à Gérald Darmanin et de le sommer de dissoudre Civitas pour antisémitisme. Et il ne faudra qu'1 heure et 6 minutes pour que Gérald Darmanin réponde sur Twitter qu'il entame la procédure de dissolution de Civitas pour antisémitisme. Et Gérald Darmanin suit les directives de Jean-Luc Mélenchon. Et voilà, c'est un enseignement de cette histoire. Et l'on pourra effectivement se demander quelles sont les connivences, les fraternels, les forces occultes, les adhésions 3 points qui amènent ces gens à se retrouver. Voilà, est-ce que c'est par fraternité maçonnique? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Je me garderai bien de porter un jugement définitif sur le sujet. Mais voilà, je regarde, je fais un aparté. Je regarde d'ailleurs avec un certain cynisme le fait que ces jours-ci, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon de voir les demandes se succéder de la part de différents députés de dissoudre la France insoumise pour antisémitisme. Voilà. Aujourd'hui, nous. Demain, précisons que c'est suite à les positions de la France insoumise sur ce qui se passe en Israël et en Palestine. Voilà, absolument. Voilà, c'est que donc la France insoumise, le parti des indigénistes, l'ANPA ont tous pris des positions sur l'actualité en Israël qui entraîne une demande assez importante de dissoudre ces partis pour antisémitisme. Et donc voilà, c'est là qu'on voit que le retour de boomerang arrive plus vite qu'on ne le pense. Mais donc, pour en revenir à la procédure ensuite, donc Darmanin a répondu 1 heure et 6 minutes après le message de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, le 25 août, j'ai reçu chez moi, à Bruxelles, alors je précise que donc la semaine, je vis généralement à Bruxelles et disons 3 autres jours, souvent le week-end, je suis en tournée en France. Et donc le 25 août, j'ai eu
la surprise de voir sonner à ma porte les représentants de la sécurité de l'ambassade de France, envoyés, missionnés pour me faire signer la réception de la notification d'intention de dissolution de Civitas. Alors on est dans le surréalisme, hein, puisque le document de notification d'intention de dissolution de Civitas par le gouvernement était signé par Madame l'Église, directrice des libertés publiques. Elle ne s'invente pas, c'est au nom de la liberté qu'il faut dissoudre un parti politique. Donc nous avons ensuite eu 10 jours pour répondre à cette notification d'intention. Nous avons donc répondu au 10e jour, après quoi nous avons attendu quel serait notre sort. Et puis c'est donc mercredi 4 octobre que Olivier Véran, en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, je rappelle Olivier Véran, c'est l'ancien ministre de la Santé durant la période covidiste. Hein. C'est quand même le personnage à qui l'on doit tant de mesures liberticides. Et, voilà, encore une fois, hein, on est quand même toujours dans la démonstration que le régime qui se veut défenseur des libertés est le premier liberticide. Et donc Olivier Véran a annoncé en conférence de presse après le Conseil des ministres que Civitas faisait donc l'objet du décret de dissolution, que le décret de dissolution avait été signé en Conseil des ministres. Et donc là, c'est lundi 9 octobre, que cette fois, un commissaire de police français et un officier de gendarmerie français sont venus me faire signer la réception de la copie conforme du décret de dissolution. Donc Civitas France est terminé. Alors Civitas France est terminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors maintenant s'entame le moment des recours. Donc nous avons 2 mois pour déposer des recours. Nous allons donc déposer un recours en suspension, un recours sur le fond, ainsi qu'une question de priorité constitutionnelle, de façon à tenter de démontrer l'irrégularité, voire l'illégalité de ce décret, et rappeler que la France, comme tous les pays membres de l'Union européenne, ont signé une convention, la convention de Venise, qui protège les partis politiques, qui en fait considèrent que les partis politiques font partie de ce qui caractérise le système démocratique au sein de l'Union européenne, et que donc aucun pays ne devrait pratiquer la dissolution d'un parti politique sauf en situation totalement extrême, à savoir ces situations extrêmes sont la tentative de renversement du pouvoir par la force. On est quand même loin de ce cas de figure. Avec des chapelets, peut-être. Voilà, apparemment, donc, il semblerait que nos prières fassent trembler les murs de l'Élysée comme les trompettes de Jéricho. Mais nous sommes donc là maintenant dans cette procédure. Les avocats sont en train de finaliser les recours qui seront donc déposés sous peu, et donc nous espérons évidemment avoir gain de cause. En l'occurrence, nous allons observer si le Conseil d'État fait du droit ou fait de la politique. Par ailleurs, évidemment, Civitas International est organisé, comme son nom l'indique,
à l'échelon international avec un siège qui n'est pas en France et qui est donc hors de portée de juridiction de Gérald Darmanin. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui me permet de continuer à poursuivre mes activités, mes prises de parole en tant que président de Civitas International. Ensuite, je souligne que le décret de dissolution qui a été lancé à l'encontre de Civitas sensibilise, et c'est un réconfort pour nous, sensibilise des milieux bien extérieurs à Civitas. Dès qu'il y a eu l'annonce d'intention de dissolution de Civitas, j'ai eu la joie de constater que des juristes, notamment, mais ensuite des gens de la société civile, prenaient position contre la dissolution de Civitas, ou le principe de dissolution de mouvements en France. Et la plus belle illustration de cela, c'est un manifeste qui se retrouve sur le site libertédopinion.fr, manifeste qui s'intitule en somme non aux dissolutions, oui à la liberté d'opinion, et qui est signé par toute une série de personnalités de la société civile. Alors les noms les plus connus à ce jour, vous y trouverez par exemple le comédien, l'humoriste Sébastien Reccia. Vous y trouverez la chanteuse québécoise Amélie Paul. Vous y trouverez Christine Joncourt, de Joncourt. Vous y trouverez en tout cas un grand nombre d'avocats et de juristes. Vous y trouverez des artistes, des compositeurs, des peintres, des chanteurs, voilà, des gens de la société civile, des gens qui n'ont aucun engagement politique, qui ne sont, et il le précise, ni engagés au sein de Soulèvement de la Terre, ni engagés au sein de Civitas, mais qui considèrent que il faut s'opposer à la dissolution tant de Soulèvement de la Terre que de Civitas, parce que c'est accepter cela, c'est se préparer à la fin de la liberté d'opinion et de la liberté d'association. Et les derniers exemples de l'actualité confirment tout cela. Et donc évidemment, j'invite tous ceux qui écoutent cette émission à leur tour signer ce manifeste sur le site libertédopinion.fr. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci Alain Escada d'avoir été parmi nous. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je tiens à signaler quand même aux auditeurs que si vous avez trouvé qu'on était trop connivant avec Monsieur Alain Escada, je pense qu'il serait ravi d'avoir un débat avec vous. Vous confirmez que mais bien entendu. Et d'ailleurs, je souligne à quel point si des gens de l'ultra-gauche ou des gens d'autres mouvements qui ont une opinion diamétralement opposée à la mienne sont désireux d'un débat, je fais partie de ceux, moi, qui ont la culture de débat, et j'accepterai volontiers le débat. Voilà. Ils vont se bousculer. D'ailleurs, on rappelle, parce qu'on l'a écrit partout sur nos réseaux, mais c'est bon de le rappeler aujourd'hui, parce qu'on vous reçoit, que nous ne partageons pas forcément les avis de nos invités, mais qu'il nous paraît nécessaire de leur laisser la parole pour que chacun puisse se faire une idée, puisqu'on ne prend pas le public pour des imbéciles, et qu'on a le droit de penser ce qu'on veut, et d'articuler les choses comme on l'entend, et de se faire son avis soi-même, sans qu'on nous dise quoi dire, quoi penser, quoi faire. Et je vous félicite d'être une tribune de liberté. Eh bien, merci. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.